antihistaminique H1, c'est-à-dire qu'on pense que l'enfant va dormir et ne pas vomir. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, enfin bref. Et en fait, il se met à être hyper agité, pas bien, et quelquefois il vomit et il convulse. Depuis qu'on a eu tous ces événements, on a quand même contrôlé sur le plan de l'information des dosages, des posologies et des précautions d'emploi en fonction du terrain. Donc je voulais vous dire ça. Je pense que la pédiatrie, c'est très important parce que si vous êtes généraliste, c'est une grosse partie de l'activité d'un généraliste. Si vous décidez ça. Enfin, il y a les médicaments qui sont puissants et qui sont intéressants, mais qui devraient quand même être réservés à des situations où la balance bénéfice-risque mérite ça, puisque c'est des médicaments qui sont chers en plus, puis qui ne sont pas forcément aussi anodins que d'autres. Donc, ils ont une activité antagoniste des récepteurs 5-HT3, de la sérotonine, et ce sont la famille des cétrons, avec le plus ancien, qui date maintenant d'une trentaine d'années, l'ondansetron, le zofrène. Comme vous le savez, tous les médicaments ont, dans leur dénomination commune internationale, une partie commune, et la partie commune, c'est cétron. Il faut avoir cétron dans le nom, et ça, on respecte. Malheureusement, quelquefois, ce n'est pas respecté maintenant. Alors, l'indication principale de cette famille, c'est le traitement des vomissements post-chimiothérapiques. Maintenant, en cancérologie, il y a des protocoles qu'on utilise bien sûr à l'hôpital, mais en hospitalisation à domicile, et ça a transformé les gens, puisqu'il y a en particulier des anticancéreux qui font vomir de façon incoercible et de façon répétée sur plusieurs jours, et c'est vrai que ça entraîne quoi ? Ça entraîne un amaigrissement. Quand c'est chronique, qu'on revient en chimiothérapie tous les 15 jours et qu'on n'arrive plus à garder ses repas, on a quand même des soucis au point de vue nutritionnel. Donc on est obligé d'apporter des protéines aux patients. Enfin, on a plein de conséquences qui sont désastreuses, et puis désastreuses sur le plan psychique, car c'est extrêmement difficile à vivre de ne plus pouvoir avaler. Et on était content au début des traitements chimiothérapiques parce que, entre guillemets, on sauvait les gens, puis on s'est aperçu quand même qu'il y avait des mauvaises tolérances qui étaient dramatiques. Un effet aussi fréquent qui peut gêner beaucoup un patient, c'est les céphalées. Et puis, c'est des médicaments qui, comme tout ce qui touche un peu au contrôle des vomissements, peuvent entraîner des troubles du rythme et de conduction, surtout par voie intraveineuse. Et par voie intraveineuse, c'est surtout la voie qu'on utilise quand on est au moment des perfusions. Après, on passe à la voie orale, mais au moment de la perfusion, il y a toujours une administration par voie veineuse. Mais maintenant, on ne fait plus jamais d'intraveineuse directe. Je me répète, vous connaîtrez pratiquement plus jamais ça. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux, si vous voulez, puisqu'on a le cœur tout de suite en face, là, si je puis dire. Et donc, ça peut faire des dégâts. Alors, les grands messages pour les vomissements. C'est un réflexe complexe, il ne faut pas se précipiter sur un traitement médicamenteux, il y a tout un tas de mesures à prendre. Il peut y avoir des causes infectieuses, des causes neurologiques, donc complètement cliniques, gastro-intestinales et péritonéales, endocriniennes, tout ce que vous voudrez. Et puis, il y a des causes bien sûr médicamenteuses, et ça c'est très très important. Vous avez votre travail qui est aux trois quarts fait quand vous avez bien interroger le patient, ou s'il est trop malade pour pouvoir parler, répondre, l'environnement, l'entourage, pour savoir comment ça s'est passé, comment c'est arrivé, et ça évite éventuellement de passer à côté de diagnostics où il ne faut pas trop traîner. Les vomissements sont très fréquents au début de grossesse et sont quand même assez gênants. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Pas d'idée sur par quoi il faut commencer. Il faut surtout que les jeunes femmes ne partent pas sans manger. Et le truc idéal, c'est que le mari vienne leur porter le petit déjeuner au lit. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai que ça marche. Voilà. Non, c'est vrai. Surtout quand on est médecin et qu'on a quand même besoin de ne pas vomir toute la matinée quand on fait sa visite, qu'on est interne ou de garde, c'est pas mal. Alors les objectifs pédagogiques, c'est toujours la même chose. Devant une diarrhée aiguë chez l'adulte, il faut toujours argumenter les hypothèses diagnostiques, justifier, prendre votre temps. Dans tout ce qui est digestif, c'est capital. Hein. Le digestif, c'est très fréquent, les problèmes divers. Ce n'est pas toujours psychique, comme on dit. Il y a des causes réellement physiques et à ne pas passer à côté. Et il faut vraiment, vraiment faire un interrogatoire très correct et cadré qu'on a dû déjà un peu vous donner.
Alors, les définitions, la diarrhée aiguë est définie par l'émission de plus de 3 selles par jour. Bon, en fait, dans les pays riches comme la France, ou chez les patients qui n'ont pas d'immunosuppression, de traitement immunosuppresseur ou de pathologie entraînant une immunosuppression, en fait, l'évolution... Bon. Bref. Bon. Bon. Qu'est-ce que je disais? Dans les pays pauvres, on peut mourir d'une cause d'une diarrhée. Et vous avez surtout, le plus fréquent, c'est les causes infectieuses et puis les causes médicamenteuses. Hein. Bon, par contre, surtout, la mortalité infantile est majeure du fait de vomissements dans tous les pays pauvres. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore suffisamment géré ça. Alors, le traitement des diarrhées aiguës, les médicaments ne sont pas du tout la priorité. La priorité, c'est réhydrater. Et si on vous pose une question traitement des diarrhées aiguës, vous répondez quoi? Réhydratation, voilà. Et alors, tout a changé, ça vous connaîtrez, pas du tout l'absence de solution OMS, mais pendant longtemps, en particulier justement dans les pays pauvres, c'est pour ça que ça a été fait, on avait de l'eau, il fallait bidouiller avec le sel, etc. Et ça donnait des résultats assez catastrophiques, alors que maintenant, on peut avoir des solutions dictées par l'OMS, les emporter donc, dans des pays où il y a des épidémies majeures et éviter donc des déshydratations très sévères. Où on est obligé de passer en intraveineux, c'est très facile à la portée d'à peu près n'importe où dans un pays riche comme la France, pas dans certains pays pauvres. Supprimer les laitages, ça paraît évident, mais on s'aperçoit que peu de gens le savent et que si on ne supprime pas les apports de lait, ça ne se passe pas très bien. Je vois des froncements de sourcils. Pardon. Alors, les traitements médicamenteux, c'est des traitements adjuvants. Et j'insiste, c'est vraiment pas du tout l'essentiel. C'est des médicaments qui vont être donnés pour ralentir le transit. Et le plus largement connu, utilisé, c'est le loperamide, l'imodium. Il y a plein de génériques maintenant. C'est une molécule qui a des propriétés morphiniques. Vous savez qu'il y a 2 types de fibres au niveau du tube digestif, les longitudinales et les circulaires. Bon. Donc, les morphiniques agissent au niveau des circulaires. Et les fibres sont commandées par le parasympathique. La stimulation entraîne la diarrhée et le blocage entraîne la constipation. Voilà. Et donc le loperamide, c'est un médicament qui n'est pas du tout anodin. Et pendant longtemps en France, il n'était pas contre-indiqué chez le nourrisson de moins de 2 ans. Et en fait, il y a eu des tas d'accidents graves, voire de décès, du fait qu'on donnait ce morphinique sans hydrater les enfants, qui était la première urgence. Et du coup, on appelait ce qu'il y avait un 3e secteur, c'est-à-dire qu'on donnait des liquides à boire, mais pas suffisamment. On bloquait avec le morphinique le transit intestinal, pardon. Et en fait, on a entraîné une accumulation du liquide qui était donné aux enfants par l'effet délétère du morphinique sur les fibres circulaires digestives. Et donc, ça faisait un secteur caché qu'il fallait bilanter avant de se lancer dans des soins ridicules. Et par contre, l'urgence, c'est de poser une perfusion, d'arrêter de fournir des liquides par voie digestive quand on a bloqué le tube digestif avec des morphiniques, et contre-indication donc formelle chez le nourrisson de moins de 2 ans. Ça, c'est très, très important. Et c'est pas si vieux que ça. Ça date, pour vous, c'est peut-être vieux, mais ça date d'une 15aine d'années. Et on a eu beaucoup d'accidents graves chez des petits qui n'étaient pas réhydratés suffisamment et qui donc avaient un blocage du tube digestif avec un risque d'accumulation de liquide. Et sur les radios même d'abdomen sans préparation, on voit des images qui sont faciles à voir avec des niveaux hydroaériques, si vous voulez, donc une occlusion totale. L'antisécrétoire qui est moins toxique que le loperamide chez les enfants, c'est le Tiorfan, mais la vraie thérapeutique, c'est la réhydratation. Malgré mes insistances, chaque année, il y a des étudiants qui ne le mettent pas. À chaque fois, ça ne me rend pas contente. Enfin, moi, ce n'est pas grave, mais c'est plutôt les malades. Hein. Alors, les grands messages.
Les diarrhées aiguës sont fréquentes et le plus souvent bénignes dans les pays développés. Et donc, attention aux diarrhées d'origine médicamenteuse, on n'y pense pas assez, en particulier avec les antibiotiques à large spectre, donc traitement essentiellement symptomatique. Alors, les médicaments de la constipation, je vais aller super vite. On néglige et on méprise la constipation. En fait, c'est des motifs de consultation extrêmement fréquents et ça peut être vraiment invalidant et ça peut cacher une cause qui va éventuellement peut-être organique, voire un cancer du côlon, par exemple. Et il faut toujours reprendre les définitions, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais chaque patient a une définition personnelle de la constipation et on s'aperçoit quelquefois que ce n'est pas du tout la même chose suivant les patients. Et c'est un symptôme très fréquent de 15 à 20% de la population, mais ça peut être vraiment handicapant. Et si on traite ça par-dessus la jambe, eh bien en fait, ça ne se passe pas très bien. Et c'est manifestement pas l'intérêt du patient de ne pas prendre son temps pour, là aussi, insister sur l'interrogatoire du patient. Tout ce qui est digestif, c'est toujours important l'interrogatoire du patient, mais c'est particulièrement important. Je ne parle pas du traitement causal, hein, surtout quand il y a une cause organique, une intervention éventuelle ou un traitement lourd. Et je vais parler juste du symptomatique. C'est un petit peu comme dans les vomissements. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques qu'on oublie souvent, dont on parle trop vite. Et il y a des patients qui traînent comme ça, des mauvaises habitudes qu'ils n'ont pas perdues parce que personne ne leur a expliqué la base. Alors, élimination de la cause organique, ça c'est très important, en particulier une tumeur colique. Ça exige une bonne relation médecin-malade qui est fondamentale. Ce n'est pas toujours ce qui se passe à l'hôpital où on va quand même assez vite et on est très technique et bilan. Et les mesures diététiques doivent être poursuivies plusieurs semaines. Il faut vraiment faire un suivi thérapeutique et vérifier, en particulier en cas de constipation répétée chez des patients avec une constipation chronique. Alors ça, si vous voulez, c'est un vœu pieux, mais ça marche quand même. Et on ne peut pas faire autrement si on a vraiment des troubles du transit importants qui gênent la vie professionnelle ou la vie tout court. Repas au calme à heure fixe, mâchage lent. Alors vous connaissez beaucoup de gens qui mâchent lentement. Boire abondamment, ça c'est vrai que pour la constipation c'est important. Et c'est par exemple boire un grand verre d'eau le matin quand on se lève, avant de fumer en particulier, avant de manger en particulier, avant de boire du café. Et ça a l'air bête, mais ça marche quand même pas mal. Utiliser légumes verts, salades, céréales. En Albrane, par exemple, c'est quand même régulièrement, c'est quand même pas mal à mélanger avec d'autres choses, par exemple, activité physique régulière, etc. Mais ça, c'est pratiquement passé sous silence, pas expliqué lentement aux patients. Quelqu'un d'âgé qui traîne derrière lui des années et des années de mauvaises habitudes alimentaires, quand la personne travaillait, par exemple, ou des choses comme ça, si on ne reprend pas tout à la base, ça va être pour elle jusqu'à la fin de sa vie, des troubles digestifs qui sont quand même particulièrement pas faciles à supporter, en fait. Voilà. Je ne vais pas pouvoir vous détailler, parce que je pense que vous avez un cours après, non? Oui. Il y a les laxatifs de l'Est, les lubrifiants ou émollients, les osmotiques. Et en fait, à partir de irritants, vous pouvez oublier, parce qu'ils sont extrêmement agressifs, à ne jamais donner aux enfants et aux femmes enceintes ou aux personnes âgées, et à ne jamais donner, on est en 2015, on ne devrait plus les utiliser. Ça bousille la muqueuse. Alors malheureusement, c'est sur ça que je voulais insister, parce que le reste, c'est assez logique d'y penser. En fait, si vous voulez, ça peut entraîner une maladie des laxatifs avec des lésions de la muqueuse qui sont importantes et qui nécessitent des traitements lourds et prolongés. C'est donc contre-indiqué, comme je vous l'ai dit. C'est des laxatifs qui ne devraient plus jamais être utilisés, même temporairement. Hein. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est dans l'anorexie mentale, les patientes utilisent parfois les diurétiques, mais très largement les laxatifs. Donc en fait, elles peuvent avoir des troubles ioniques importants. Et puis surtout, il faut après, quand ça va beaucoup mieux, que l'anorexie mentale est traitée, que la patiente va mieux et comprend quand même, arrive à accepter de se faire soigner, c'est une rééducation qui peut durer des années. J'ai travaillé dans ce domaine-là pour rééduquer un tube digestif. Et quelquefois, il y a des séquelles qui restent importantes. Donc je voulais terminer par ça. Voilà. Voilà. Je suis désolée, ça a l'air d'être une course en sac, mais bon, voilà.